C'est lundi dernier, à l'aube, qu'a débuté la bataille de Mossoul. Mossoul, plus grande ville du nord de l'Irak, capitale du groupe État islamique depuis qu'Abou Bakr al-Baghdadi s'y est proclamé calife en juin 2014. Il y aurait là 5 à 6 000 combattants djihadistes et face à eux, une coalition pour le moins hétéroclite qui rassemble pêle-mêle armée régulière irakienne, milices pro-iraniennes, combattants kurdes, forces occidentales, sans oublier les diverses factions locales soutenues pour certaines par la Turquie. Autant d'acteurs aux intérêts divers et souvent même divergents, ce qui fait dire à plusieurs observateurs que la bataille de Mossoul sera militaire autant que politique. On va essayer de mieux cerner les enjeux autour de cette offensive très médiatisée avec vous, Hasni Abidi, bonjour. Bonjour. Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève. Si l'on s'en tient, Hasni Abidi, au seul aspect militaire, le fait que les différents acteurs engagés aient des intérêts aussi différents, voire opposés au sein de cette coalition, ça va rendre fatalement l'opération plus longue et plus difficile. Ça va la rendre difficile, complexe, et en même temps c'était inévitable parce que plusieurs acteurs ont des intérêts dans la bataille de Mossoul ou dans les enjeux politiques et militaires de Mossoul. Il était impossible pour le gouvernement irakien ou même pour les Américains qui ont constitué cette coalition de fermer la porte devant certains acteurs. Je pense aux acteurs locaux déjà irakiens, c'est-à-dire les milices chiites et d'autres fractions. Je pense à l'armée turque, mais je pense aussi à ce qu'on appelle les conseil de tribus au sein même de la ville de Mossoul et la multiplication des acteurs, bien sûr, avec les acteurs internationaux. La coalition internationale est déjà formée à la demande du gouvernement irakien pour chasser l'État islamique. Donc, après une résolution du Conseil de sécurité, plusieurs pays européens y participent. Dès lors, cette coalition est en effet une coalition locale, régionale et internationale parce que les enjeux de Mossoul ne sont pas seulement d'ordre local. Alors restons justement sur l'aspect militaire. À Mossoul, à l'intérieur de la ville, on parle de 5 à 6 000 djihadistes prêts au combat. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces combattants, de leur profil ? Alors, très difficile. Mossoul est vraiment verrouillé, hein. Tous les services de renseignement vous diront qu'il y a très peu d'informations qui viennent. On sait que les Américains sont les mieux informés avec, bien sûr, avec les Kurdes, donc les Peshmerga, mais aussi le gouvernement turc de M. Erdogan, qui a toujours eu d'excellentes relations avec les autorités sunnites de la ville de Mossoul. Et on n'a pas exactement le chiffre j'allais dire, on parle de 4 000 à 7 000, mais encore une fois, depuis 2 ans maintenant, depuis juin 2014, une ville qui comptait presque 2 millions d'habitants, tenue par 4 000 djihadistes, c'est tout de même une hypothèse qui ne résiste pas à l'analyse. Comment peut-on tenir une grande ville, la deuxième ville du pays, avec 4 000 djihadistes? Donc on pense que, bien sûr, qu'il y a des alliances locales, que l'État islamique a réussi à capter plusieurs figures, plusieurs hommes au sein même de Mossoul. Mossoul était quand même un bastion important de bassisme. C'était le réservoir numéro 1 de l'armée irakienne sous Saddam. Donc la question, c'est pas de 4000, mais les sympathies et aussi les soutiens dont bénéficie l'État islamique à l'intérieur de Mossoul. Vous le dites, il y a beaucoup d'Irakiens parmi les combattants djihadistes qui sont à Mossoul. Il y a aussi des étrangers, on parle de Saoudiens, on parle d'Algériens. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces combattants étrangers, non irakiens ? D'abord, la force de l'État islamique, l'organisation de l'État islamique à Mossoul, c'est qu'elle est une formation d'abord locale. Les membres de l'état-major de l'État islamique, depuis sa création, sont originaires de Mossoul. Beaucoup d'entre eux se sont connus dans la fameuse prison Bouka, proche de Bassorah, des anciens des services de renseignement. Et c'est pourquoi on a affaire à des hommes qui ont une connaissance fine de Mossoul, de l'Irak, de tissu économique et social et politique du pays, parce qu'ils viennent la plupart des services de renseignement de Saddam Hussein, qui, bien sûr, sont alliés à d'autres membres issus du groupe Zarqawi, donc de Al-Qaïda en Irak, et ils ont bien sûr recruté d'autres étrangers de l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Évidemment, l'Arabie Saoudite est connue pour livrer surtout des hommes de théologie, des hommes religieux, parce qu'ils ont des conseils, des conseils de fatwa, etc., qui sont souvent dirigés par des hommes venus de l'Arabie Saoudite ou de Jordanie, et aussi d'autres djihadistes venus des pays arabes. Mais
Le gros bataillon est plutôt local, irakien. Encore une fois, c'est ça qui fait la force de ce groupe en Irak, contrairement d'ailleurs à la Syrie. Alors, à Mossoul, on s'attend à des combats très violents, des combats de rue. Notamment, cela dit, il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour de la méthode, des méthodes que vont déployer les combattants djihadistes. Est-ce qu'il faut s'attendre à les voir utiliser les civils de Mossoul comme bouclier humain ? Dans les expériences précédentes et dans les autres batailles, on avait deux configurations. Soit une bonne partie de civils réussit quand même à s'extraire et quitter la ville. D'autres ont été utilisés en effet comme bouclier humain par les djihadistes. Il faut dire que la population civile est prise en otage par ces organisations terroristes. Elle n'a jamais accepté la présence. Elle l'a accepté par défaut parce que c'est la seule organisation qui avait un semblant d'autorité face à la démission, face à la débandade de régime irakien, du système irakien. Et quand vous savez, quand l'État est affaibli, quand l'État n'existe plus, il n'y a plus d'appartenance nationale. Ce sont plutôt les appartenances régionales, les appartenances ethniques et confessionnelles et qui font surface. Et c'est pourquoi l'élément, en tout cas, de la région de Mossoul, ou l'élément aussi tribal, l'élément aussi sunnite a pris le dessus. Vous avez raison de parler de combat de rue parce que Mossoul, sur la carte, comme vous le savez, elle a une vulnérabilité de son côté est, bien sûr, puisque là peuvent venir les Peshmerga du Est et du Nord, mais aussi les forces du gouvernement irakien et les milices chiites. Par contre, du côté ouest, c'est son côté fort, parce que d'abord, il y a la vieille ville de Mossoul, qui est une ville millénaire, parce que le côté est a été construit dans les années 1947-53, et le côté ouest, c'est le côté le plus dur. Il s'agit vraiment de rues étroites. L'accès est très difficile, sans oublier, bien sûr, un accès direct avec les frontières syriennes. Mossoul, c'est une des capitales du groupe État islamique, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi Raqqa, en Syrie, qui a été prise d'ailleurs avant même que Mossoul ne soit conquise par les djihadistes. Est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à voir une partie de l'état-major du groupe État islamique quitter Mossoul pour se rendre à Raqqa ? Le poids de Mossoul est beaucoup plus important, à mon sens, que Raqqa, parce que la chute de Mossoul signifie finalement la chute du projet territorial. Et l'État islamique a été fondé justement sur cette sanctuarisation d'un territoire, contrairement à l'approche prônée jusque-là par Al-Qaïda, qui prônait un djihad global, ou un djihad qui n'a pas de frontières. L'État islamique, d'abord fondé la capitale du califat, et ensuite, bien sûr, appeler les musulmans à venir, à s'exiler, comme disent le concept de la hijra, et de là faire des nouvelles conquêtes. Aujourd'hui, on voit bien que l'État islamique, cette organisation, perd de plus en plus de territoire, certes pas déterminant, mais tout de même, elle est en perte, elle est en recul. Évidemment, la chute de Mossoul signifie que la capitale, où on a annoncé, après celle de Dabiq, qui est très symbolique aussi, signifie que l'État islamique n'arrive plus, en tout cas, à assurer son fonctionnement depuis la centrale, depuis où il y a l'état-major. Vous avez parlé d'Abou Bakr al-Baghdadi, ce n'est pas pour rien qu'il a annoncé le califat dans la plus grande mosquée de Mossoul. Alors Mossoul, c'est l'incarnation des ambitions territoriales du groupe État islamique, ça vous l'avez dit, Hasni Abidi. En même temps, on dit quand même que c'est à Raqqa que sont commandités une bonne partie des attentats en Europe. De ce point de vue-là, si le centre de gravité du groupe État islamique se déplace vers Raqqa, c'est à quoi il faut quand même peut-être s'attendre. Est-ce qu'il y a un risque que du même coup, on ait une reprise de la campagne d'attentats terroristes en Europe ? Vous avez raison, les terroristes, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Et je n'exclus pas le fait que l'État islamique avait déjà pensé à une capitale de repli en cas de la perte de Mossoul. Raqqa, oui, il y a plus de concentration d'étrangers parce qu'ils n'ont pas réussi dès le départ à recruter beaucoup de Syriens. Et on sait qu'un bon nombre d'attentats perpétrés en Europe, perpétrés en Occident, ont été planifiés, réfléchis, parfois même commandés depuis Raqqa. Il y a deux éléments qui sont des éléments inquiétants pour nous. D'abord, il y aura certainement une sympathie ou une solidarité par des djihadistes et qui sont chez nous, pas besoin d'aller jusqu'à Raqqa ou à Mossoul, et qui vont protester contre la présence de plusieurs pays occidentaux, plusieurs États occidentaux dans cette coalition qui va certainement entrer en guerre dans les jours qui viennent. Le deuxième élément, c'est bien sûr un retour
donc de ces djihadistes aussi pourrait constituer une menace pour la sécurité, mais on n'est pas encore là. Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que c'est Raqqa qu'il aurait fallu frapper en priorité et non Mossoul? Vous savez, il n'y a pas de priorité dans la guerre contre le terrorisme. C'est une guerre globale, pas seulement violente, une guerre globale, même si, bien sûr, j'utilise le mot guerre tout en le relativisant. C'est une bataille sur tous les plans, politiques, économiques et culturels. Raqqa aussi est un élément important, mais vous savez qu'il y a un partage presque d'influence. Aujourd'hui, il y a une mobilisation autour de Mossoul. Raqqa, la communauté internationale, n'a pas réussi parce qu'à la fois Bagdad, on a eu un mandat du gouvernement et une résolution qui n'a pas eu de problème à être votée. En revanche, à Raqqa, ça pose une grande difficulté parce que, tout simplement, la coalition dit qu'elle n'est pas prête de mener deux fronts en même temps. Mais le discours français, il y a une partie que j'approuve, cohérente, qui dit il ne faut pas que la guerre de Mossoul aussi nous détourne de la gravité de la situation, non seulement à Raqqa, la capitale des djihadistes, des opérations internationales, mais aussi d'une autre ville martyre qui est Alep. Alors justement, Alep, c'est une ville où l'on a vu là tout récemment un arrêt des bombardements russes, avec évidemment pas mal d'analyses qui sont possibles et qui sont évoquées justement dans la presse alémanique du jour que Sandra Timerli a lu pour nous. Les forces de la Russie se révèlent être des faiblesses. C'est un commentaire à lire dans la NZZ. Oui, alors qu'on parle de sanctions contre la Russie, Vladimir Poutine était invité en Allemagne hier, une première depuis 4 ans, rappelle tout d'abord l'éditorialiste de la NZZ, une invitation qui résonne comme une victoire pour Moscou, qui profite des conflits ukrainiens et syriens pour retrouver le pouvoir, perdu lors du démantèlement de l'impérialisme soviétique. La Russie est donc de retour sur la grande scène du monde, mais à quel prix? Sa politique réactionnaire et contre-productive pour un pays qui souffre de la crise économique et d'un frein à la modernisation depuis des années. Mais la propagande parvient à répandre des peurs diffuses de menaces qui font croire que ce n'est pas le Kremlin qui est responsable de la misère, mais l'étranger. Et à notre confrère de conclure, cela montre l'incapacité ou le manque de volonté du régime de Poutine de proposer un programme pour le bien de sa population. Hasni Abidi, l'arrêt des bombardements russes à Alep, pour vous, c'est clairement un choix opportuniste, une simple volonté de la part de Vladimir Poutine d'éviter des sanctions internationales qui pénaliseraient terriblement son pays et son économie? Il est certain qu'après le refus du Conseil de sécurité de voter le projet de la résolution russe, on voit bien que Moscou quand même est dans une situation inconfortable. Avec le nombre bien sûr de morts à Alep, la proposition de Stéphane de Matsura, la Russie n'a pas de plan politique, elle ne sait que frapper. Et on ne peut pas régler cette question-là avec bien sûr des avions. Et elle sait qu'elle ne peut pas, la Russie ne peut pas compter sur le régime syrien, ni sur les forces terrestres. Regardez la preuve aujourd'hui sur le terrain de reconquérir ou de libérer, comme ils le disent, la ville de Alep. Et quand vous entendez les déclarations de François Hollande ou d'Obama en disant « il s'agit d'un crime de guerre », quand il y a un crime de guerre, ça veut dire qu'il y a des criminels de guerre. Il faut bien les identifier. On a les organisations internationales qui nous disent oui, les rebelles, certains rebelles sont responsables de crimes de guerre, mais il y a aussi en face, vous avez un régime syrien, on sait qu'il y a des plaintes, qu'il y a un dossier qui est devant la CPI, mais aussi il y a un autre pays, c'est la Russie. Et c'est pourquoi moi je m'étonne de dire comment peut-on aller jusqu'au bout dans cette logique suicidaire. Vous avez identifié un acteur important comme responsable de crimes de guerre, et en même temps on continue dans cette logique de négociation qu'on essaye depuis plusieurs années sans donner de résultats positifs, surtout sur la population civile. Crime de guerre ou pas, la Russie, Hasni Abidi, est quand même le seul acteur occidental, si on peut dire, à avoir une stratégie pour la Syrie, puisque de toute évidence, les États-Unis, par exemple, n'en ont pas. Elle a une stratégie, vous avez raison, mais c'est pour elle. C'est d'abord, c'est pour Poutine à l'intérieur de la Russie, pour bien sûr la grandeur de la Russie, mais pas pour la Syrie. On voit le résultat. Est-ce qu'on est arrivé à bout de djihadistes? C'est quel l'objectif affiché par le gouvernement russe? Mais pas du tout. On a des commentateurs sur place, on a des observateurs sur place qui nous disent c'est plutôt des forces proches de l'opposition, mais pas du tout djihadistes, qui sont les cibles privilégiées des frappes du régime syrien, mais aussi du régime russe.
russes. Donc avoir une stratégie, oui, mais finalement une stratégie contre-productive et une stratégie qui nous mène à l'impasse. Et on voit bien aujourd'hui, on n'arrive même pas à respecter un cessez-le-feu de 8 heures. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de priorité dans la lutte contre le terrorisme. Il y en a une clairement pour les États-Unis. Ils ont choisi de se concentrer sur l'Irak et de laisser en quelque sorte Vladimir Poutine occuper le terrain en Syrie. Ça, est-ce que c'est pas quand même un échec terrible pour Obama ? Vous savez, depuis l'occupation en Irak dans 2003, la guerre en Irak, on sait que l'Amérique souffre de ce problème en Irak. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Mossoul, c'est-à-dire 2 ans occupés par un groupe terroriste, on se demande pourquoi finalement avoir fait cette guerre au nom de la liberté. Donc c'est un bilan catastrophique, pas seulement pour Obama, mais pour toute l'administration américaine et pour l'Amérique qui est allée en Irak pour le libérer, le rendre plus démocratique. Regardez aujourd'hui l'Irak, il est fractionné, il est en partie occupé par des groupes terroristes. Donc c'est pourquoi Obama, avant de partir, voulait absolument faire quelque chose pour consolider un petit peu cet espace territorial qui est l'Irak. Il a une stratégie pour l'Irak, mais cette stratégie, vous voyez, elle a beaucoup de limites. En revanche, c'est vrai, en Syrie, si la Russie n'est forte, c'est pas parce qu'elle est forte elle-même, mais parce que les autres sont faibles. Alors revenons au cas de Mossoul. On a abordé tout à l'heure les aspects militaires. Une victoire militaire est possible, même si elle prendra sûrement du temps. En revanche, la victoire politique, c'est autre chose, sachant que, comme vous l'avez dit, la ville est à majorité sunnite. Une partie des combattants de la coalition sont chiites. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir ? Est-ce que on peut craindre justement une montée des tensions entre chiites et sunnites sur le terrain irakien ? D'abord, il faut se féliciter de cette opération menée par le gouvernement irakien. Je ne fais pas partie de ceux qui disent oui, mais regardez, qu'est-ce qui va se passer à Mossoul. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, les gens disent mais que fait le gouvernement irakien pour reprendre une ville irakienne, pour reprendre la deuxième ville. Enfin, le gouvernement irakien, après avoir réussi à construire un semblant, un noyau de l'armée irakienne, capable de laver l'affront subi en juin 2014, quand plus de 30 000 soldats irakiens ont laissé cette ville aux terroristes de l'organisation de l'État islamique. Aujourd'hui, le gouvernement irakien essaie de faire quelque chose et il est affaibli à l'intérieur. Et bien sûr, à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un confessionnalisme politique qui est très, très, très important et une aussi corruption généralisée. Donc, il n'est pas dans une situation confortable. Le gouvernement de M. Haïdar Abadi peut faire cette opération militaire, mais malheureusement, il ne peut pas offrir une alternative politique. Et cette alternative politique, elle est indispensable parce que si l'État islamique a réussi à s'implanter et à durer pendant 2 ans, c'est parce qu'il avait un autre contre-projet. C'est parce que la population de Mossoul l'a accepté par défaut, parce qu'on n'en pouvait plus d'un gouvernement qui est perçu comme un gouvernement sectaire, un gouvernement infiltré par des milices chiites. Ils disent que c'est un gouvernement qui est bien sûr affilié à l'Iran, l'Iran cherche un couloir territorial, vous imaginez, depuis l'Irak jusqu'à la Syrie, en passant par Mossoul. Voilà la question, c'est le jour d'après, c'est une question importante, et en même temps, le gouvernement irakien seul ne peut pas proposer le jour d'après parce qu'il est incapable de l'offrir même aux autres villes qui n'ont jamais été occupées par l'État islamique. Pensez même à Bagdad, pensez même au sud, pensez au nord, regardez les différences avec les Kurdes qui ne veulent que annoncer leur État. Et c'est pourquoi il y a cette réunion convoquée aujourd'hui à Paris pour parler de l'avenir de Mossoul, parce que, hélas, quand il y a un épuisement d'un acteur étatique, quand il est affaibli, il faut absolument qu'il y ait de l'aide extérieure. Alors justement, ces revendications territoriales des Kurdes, c'est celle-là qui justifie, au moins en partie, que la Turquie s'engage indirectement dans cette offensive contre Mossoul en soutenant les troupes de l'ancien gouverneur de la ville. C'est très compliqué décidément. Cette donnée-là, cette question kurde, elle va clairement compliquer la pacification de l'Irak dans les années à venir. Absolument, elle va le compliquer. Il y a des engagements qui ont été faits bien sûr par les Kurdes. On pense à cette bonne relation entre les Kurdes donc d'Irak, donc de Massoud Barzani avec Erdogan. Les relations sont excellentes pour ne pas envenimer les choses. Une fois que Mossoul reprise par les forces nationales, de ne pas justement faire entrer en premier les forces de Peshmerga ou les milices chiites, mais plutôt compter. Vous avez cité bien sûr l'ancien
Nous avons un ancien gouverneur de la ville de Mossoul, qui est soutenu d'ailleurs, Afir al-Loussi, qui est soutenu par les Turcs, et aussi l'autre qui est actuel, donc celui de Mossoul. Donc on essaye au moins de pacifier la ville avec les habitants ou avec les autorités, les notables de cette ville de Mossoul, dont les appartenances tribales sont très 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 importantes, à ne pas donner l'impression que Mossoul a été reprise de l'État islamique et aujourd'hui elle est occupée par de nouvelles forces étrangères. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure l'implication de Téhéran dans cette offensive. Quel est leur intérêt, quel est l'intérêt des Iraniens là-dedans, précisément ? Vous savez, les Américains contrôlent les airs en Irak, mais c'est les Iraniens qui contrôlent sur terre. Ils ont une influence importante. C'est eux qui ont imposé leur veto à M. Maliki, l'homme de la catastrophe, l'homme qui a permis aux djihadistes de prendre la ville de Mossoul. Et bien sûr, c'est les Iraniens qui ont quand même trouvé la perle rare dans la personne de M. Abadi pour remplacer Maliki. Donc les Iraniens sont très importants dans la gestion politique du gouvernement actuel, avec leur milices. Ils ont même des experts militaires très importants qui ont été partout, à Fallujah, à Tikrit, à Ramadi, partout. Donc l'influence iranienne est importante. Ils veulent absolument consolider leur autorité, leur influence en Irak comme un acteur régional important. Et évidemment, la continuité territoriale entre l'Irak et la Syrie est importante, sans oublier bien sûr le nord. Et c'est pourquoi les Kurdes, ils sont méfiants à l'égard des Iraniens, parce qu'ils ne veulent surtout pas que les Iraniens aussi s'emparent, ou disons qu'il y ait une influence dans cette côté nord de l'Irak, qui est considéré pour les Kurdes comme une partie stratégique. Alors on revient brièvement à la presse, Valérie Droux, la presse qui évoque l'Iran justement et cette industrie suisse qui convoite le marché iranien. Oui, double page dans La Liberté aujourd'hui sur une grande exposition industrielle à Téhéran, la capitale iranienne, à laquelle une trentaine d'exportateurs suisses a participé et qu'un journaliste du quotidien fribourgeois a suivi. Alors la Suisse qui regarde, comme d'autres d'ailleurs, avec gourmandise cet Iran, c'est près de 80 millions de consommateurs, sa population, donc 40% à moins de 25 ans, et ses infrastructures qui ne demandent qu'à être modernisées. L'Iran le lui rend bien, le Swiss Made, synonyme de fiabilité, de savoir-faire, est très apprécié. Reste un obstacle principal, le soutien des banques. Elles rechignent à exécuter des transactions avec l'Iran à cause des sanctions américaines encore en place. L'inconnu géopolitique joue aussi un rôle. Nombre d'entreprises attendent un certain 8 novembre, élection présidentielle américaine, et puis on met également l'élection présidentielle iranienne. Elles attendent ces deux dates pour s'engager. En 30 petites secondes, Hasni Abidi, parce que malheureusement, il nous faut déjà conclure. L'ouverture économique de l'Iran, à laquelle la Suisse va prendre part, est-ce qu'elle aura fatalement des conséquences au plan politique ? Absolument. L'embargo, le boycott, ça n'a jamais été une bonne solution. S'ouvrir sur le marché iranien est important. La Suisse a une légitimité. Nous avons géré les intérêts iraniens et les intérêts américains à Téhéran et à Washington. Et plus d'ouverture économique, ça veut dire plus de promoteurs économiques, où probablement on va donner un coup de main à cette classe moyenne iranienne pour qu'elle arrive un jour à s'affranchir de la tutelle donc des mollahs. Hasni Abidi, on vous remercie d'être venu avec nous évoquer différents enjeux, notamment autour de cette offensive de Mossoul qui a démarré lundi dernier et qui va prendre beaucoup de temps probablement. On rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de Genève. Bonne journée à vous. Merci.